L'une des raisons pour lesquelles le continent africain n'est pas développé, c'est parce que les Africains sont le continent qui vend le moins de choses aux autres. Dans cette vidéo, on va parler d'un sujet important pour le développement de notre continent. Mais c'est le type de sujet, bien évidemment, qui fâche parce que tu vas parler des choses qui ne sont pas plaisantes. Mais comme d'habitude, elles sont nécessaires si on veut guérir et avancer. Je vais t'expliquer dans cette vidéo pourquoi est-ce que nous, les Africains, aujourd'hui, nous pesons très peu dans le commerce international. Pourquoi est-ce que nous sommes les personnes qui achetons chez tout le monde et qui vendons très peu aux autres, alors qu'en réalité, c'est l'inverse qui devrait se produire. L'Afrique a tellement de choses à son intérieur qui intéressent le reste du monde entier, mais qu'elle ne sait pas lui vendre. Et ça, bien évidemment, ça nous cause le plus grand des torts. Et on va en parler dans cette vidéo. Reste donc jusqu'à la fin pour comprendre aussi comment faire pour changer ça. Parce qu'à ton niveau individuel déjà, tu peux faire des choses pour gagner pas mal d'argent avec ça et faire progresser notre continent. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Philippe Simo et ici, je parle d'entrepreneuriat et d'investissement parce que je suis convaincu que ce sont les deux piliers sur lesquels les Africains doivent s'appuyer pour faire émerger leur continent. Donc, si toi aussi, tu veux faire partie de cette belle aventure, deux choses à faire. La première, abonne-toi à cette chaîne pour recevoir du contenu édifiant, percutant comme cette vidéo-ci. Et puis, la deuxième, va dans la barre de description, clique sur le lien pour recevoir gratuitement le petit livret que j'ai écrit intitulé 10 bonnes raisons de devenir entrepreneur. C'est un tout petit livret qui se lit rapidement et qui va te permettre de te bâtir un bon mindset pour t'aider à réussir dans les affaires. D'ailleurs, si tu ne l'as pas encore fait, n'hésite pas à aller rapidement dans la barre de description pour réserver ta place pour notre prochaine journée de formation à Paris, le samedi 18 janvier 2020. Il va être question pour nous de dresser le bilan de 2019 et surtout de se projeter sur 2020 parce que je vais te partager des stratégies qui vont te permettre de doubler, voire tripler tes revenus. Va dans la barre de description. Le lien de la vidéo te dit comment faire pour réserver ta place ainsi que pour les autres pays dans lesquels on va aller parce qu'on va parcourir pas mal de pays en 2020. Donc dans la barre de description, vous allez avoir les précisions pour les différentes adresses déjà disponibles. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je veux parler d'un sujet super important. Je suis toujours à Dakar, dans nos beaux décors et dans le beau cadre que nous offre la ville d'Ungor. Et il est question pour moi aujourd'hui de parler avec toi d'un sujet qui fâche, mais qui à mon avis est très important. Pourquoi est-ce que les Africains pèsent très peu dans le game mondial? Aujourd'hui, au niveau des échanges internationaux, l'Afrique représente moins de 2%. 2% de tout le trafic qui se déroule dans le monde entier. C'est quand même excessivement faible, n'est-ce pas? Et en plus, quand tu vas voir ces 2%-là, ils sont concentrés entre l'Afrique du Sud, l'Égypte, le Maroc, vraiment les grosses puissances africaines, quoi. Les pays francophones, ils comptent pour des miettes, quoi. Parce que ce sont essentiellement des pays qui envoient à l'étranger leur matière première. Et donc quand tu vends la matière première, vu qu'elle n'est pas encore valorisée, elle ne vaut pas grand-chose en réalité. Et donc du coup, ce qui se passe, c'est que nous, on ne profite pas du tout du game. Mais pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? On en est arrivé là, et ça c'est quelque chose qui est quand même désolant de constater, parce que même les petits progrès que les Africains ont fait aujourd'hui en termes de commerce internationaux, très souvent, ce sont les autres qui sont venus en Afrique et qui ont développé des stratégies pour pouvoir sortir du continent africain des richesses de ce continent-là. Je vais te prendre un cas de figure très simple pour te l'illustrer. La banane. Tu sais bien que la banane ne pousse pas en Europe. Elle ne pousse pas en Occident, d'accord? Elle pousse dans des pays tropicaux et beaucoup en Afrique. Comment est-ce que la banane africaine se retrouve à être vendue en France, en Allemagne, en Italie, au Canada? Comment est-ce que la banane africaine ou alors la banane latino se fait pour se retrouver dans ces pays-là? Parlons du cas africain. Eh bien, voilà la démarche. Des Occidentaux et généralement des Français arrivent en Afrique, ont besoin de bananes et font des études. La première étude qu'ils font, c'est qu'ils vérifient les sols. Ils étudient les sols pour voir quels sols sont les plus fertiles et les plus propices pour cultiver de la banane. Quand ils ont trouvé les sols, en fonction des caractéristiques de ces sols-là, deuxième chose, ils doivent trouver une variété de bananes, ces sols-là. Deuxième chose, une espèce de bananes différentes qui existent. Or, eux, ils doivent trouver l'espèce qui leur correspond. Donc, ils veulent une espèce qui répond à certains critères de taille, de goût, mais aussi de durée de maturation. Parce que là aussi, les bananes ne maturent pas à la même date. Donc, ils font des croisements, ils font plusieurs tests et parviennent à trouver une espèce de banane. Une fois qu'ils ont trouvé cette espèce de banane-là, ce n'est pas suffisant. L'Afrique est loin de l'Europe. Ensuite, ils vont déterminer un processus qui va faire que ils vont te dire, pour que la banane puisse être dans un centre commercial en France à telle date, il faut que cette banane-là ait été récoltée tel nombre de jours avant. C'est-à-dire que tu vas voir que la banane, quand elle est coupée dans nos champs en Afrique, elle est encore verte.
Et ensuite, ils vont te dire comment est-ce que cette banane doit être emballée, conditionnée pour pouvoir, et quel type de transport elle doit faire, par bateau ou par mer. Comment est-ce qu'elle doit être entreposée, quel type de température elle doit pouvoir supporter et comment est-ce qu'elle doit pouvoir être arrivée en France et ensuite être mise en magasin. Les mecs ont fait de la recherche pour pouvoir déterminer tout le processus que je viens de te décrire. Et c'est parce qu'ils ont pu faire de la recherche et qu'ils ont déterminé tout ce processus-là qu'ils se font de l'argent. Mais explique-moi pourquoi est-ce qu'il n'y a que la banane qui est dans les centres commerciaux occidentaux? Où sont les autres fruits africains? Eh bien, les autres fruits africains n'y sont pas. Parce que les Africains n'ont pas fait de recherche pour pouvoir faire la même chose que la France vient de faire. Est-ce que tu trouves ça normal? Que même pour venir exploiter notre banane en Afrique, on ait besoin que ce soit des chercheurs et des scientifiques français, anglais, italiens qui viennent chez nous, fassent cet effort intellectuel-là, déterminent ces processus-là et ensuite emmènent à manger chez eux. Ce n'est pas normal. C'est bien que la banane africaine soit vendue dans le reste du monde parce que ça permet à l'argent d'entrer en Afrique. Le problème, c'est que bien souvent, ce sont des entreprises françaises qui viennent s'installer chez nous, appliquent ces processus, vendent donc leurs bananes et ensuite, le jour où ça ne va plus, ça ne marche plus, elles se barrent. Pour prendre le cas du Cameroun, l'une des plus grosses entreprises au Cameroun s'appelle la PHP. C'est une entreprise française qui travaille au Cameroun et qui fait sortir les bananes du Cameroun pour les amener et les vendre en France. Mais qu'est-ce qui empêche à des scientifiques camerounais, à des industriels camerounais de pouvoir investir? Il y a l'État camerounais, mais pas que camerounais, dans les autres pays, de pouvoir investir pour pouvoir faire la même chose avec la mangue, avec la goyave. On a tellement de bons fruits que l'on pourrait vendre au reste du monde entier. On ne le fait pas parce qu'on n'investit pas dans la science. Et ça nous pose un très gros dommage, mais vraiment un très gros dommage. Aucun pays aujourd'hui n'est puissant économiquement sans avoir un bon domaine de recherche. On a des cerveaux en Afrique, on aime bien le dire, n'est-ce pas, des gens très intelligents. Mais à quoi servent leurs intelligences? À quoi est-ce que nos gouvernements, à quoi est-ce que nos hommes riches servent, en quoi est-ce qu'ils réinvestissent leur argent? Très souvent, tu vas voir que c'est dans du commerce, c'est-à-dire qu'ils vont acheter des choses en Europe et viennent les revendre en Afrique. Parce que même quand tu vois de beaux bâtiments et de belles maisons qui sont construites en Afrique, qu'est-ce qui est réellement fait sur place? Le ciment, généralement, il est fait à l'extérieur. Le fer, il vient de l'étranger. J'ai failli dire le sable. Non, le sable est pris sur place. Mais pour les finitions, les portes viennent de l'étranger, les fenêtres viennent de l'étranger, les cadres viennent de l'étranger, les meubles, n'en parlons même pas. Quasiment tout vient de l'étranger. Parce qu'on ne veut pas travailler à développer le savoir-faire local. Il y a un investissement à faire qui doit être scientifique. Tu vas te rendre compte que dans tous les métiers quasiment en Europe, tu as ce que l'on appelle la recherche et développement, R&D. Toutes les entreprises quasiment font travailler des chercheurs. Donne-moi le nombre d'entreprises africaines qui font travailler des chercheurs. Très peu. Parce qu'on n'est pas du tout dans la mentalité des gens qui veulent travailler avec ce qui se fait localement et donc qui veulent investir pour chercher. On aime les choses faciles, même les personnes riches. On est dans la facilité. On veut prendre ce qui est déjà là, disponible, on prend, on vend, on prend, on vend. Mais les autres ne font pas ça. Les Occidentaux ne font pas ça. Ils investissent dans la recherche. Alors on peut critiquer les Occidentaux comme on veut. On peut dire qu'ils ont colonisé, on peut dire qu'ils ont fait l'esclavage. Et c'est vrai qu'ils ont fait ça. Mais à un moment donné, il faut quand même reconnaître que quand il s'agit de pouvoir avoir des résultats, les mecs sont pragmatiques. Ils appliquent des méthodes scientifiques et ça leur donne des résultats. Nous, on ne le fait pas. Peut-être qu'on va me dire l'Afrique ancienne, à l'époque des Kémites, à l'époque de, je sais pas moi, des pharaons, l'ont fait. Ok, mais aujourd'hui les amis, en 2019, en 2020, qu'est-ce qu'on fait? On est dans la copie. On va prendre ce que les autres ont fait, on vient refaire chez nous parce que c'est facile. Et en faisant ça, on enrichit bien évidemment les commerçants étrangers. Parce que quand tu achètes un produit à l'étranger, que tu le ramènes chez toi pour prendre les devises, tu fais sortir les peu de devises qu'il y a dans ton pays pour les ramener et les donner aux pays occidentaux. Et nos propres devises. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, en Afrique, on n'a pas d'aciérie? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas dans tous les pays quasiment les aciéries? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, les cimenteries sont si peu nombreuses? Pourquoi est-ce que... Et le seul mec qui a fait ça, Dangote, on a vu, il est devenu milliardaire. Pourquoi? Pourquoi est-ce que les mecs ne veulent pas investir dans la recherche? Il y a tellement d'autres domaines. Même la bière, la boisson, l'eau, même les choses basiques qu'on fait chez nous, on a eu besoin d'aller les chercher à l'étranger. Tu imagines que même pour les bouteilles plastiques, on a eu besoin d'aller les chercher à l'étranger? Les machines de base, je ne sais pas si on fabrique beaucoup de machines en Afrique, je suis convaincu que non. Les machines de base, on va les chercher ailleurs. La technologie, les autres l'ont. Les Africains achètent. Et ça, c'est un non-sens. Tout ce qu'on achète à l'extérieur, on est supposé, aujourd'hui en tout cas, avoir avec ça la technologie. Les Chinois aujourd'hui savent tout faire. Pourquoi? Parce qu'ils
ils ont appliqué la même chose. Ils ont investi énormément dans la recherche et ils ont acheté des brevets, ils ont fait des brevets et ils ont surtout investi pour demander aux autres, venez fabriquer chez nous. Mais quand vous fabriquez, on fait un transfert de technologie. Les Africains, on continue encore aujourd'hui d'acheter, de fabriquer, de faire des routes par des entreprises étrangères. Comment ça se fait qu'on ne fasse pas nos propres routes? Comment c'est encore possible? Je dis que nous soyons aujourd'hui à ne pas faire nos propres routes. Prenons le cas des routes chinoises, parce que je me rappelle bien de ce cas-là, qui a posé beaucoup de problèmes il y a quelques années en Afrique. Les gens disaient, oh, ce sont des routes chinoises. Pourquoi? Parce que quand il y avait une route chinoise qui était faite par des Chinois, quelques temps après, il y avait des trous dans la route. Et on disait, oui, ce sont des routes chinoises, les Chinois ne font pas des choses solides, c'est pour ça que ça ne marche pas. Aujourd'hui, les Chinois ont fait des routes quasiment dans tout le continent. Est-ce que les routes se dégradent encore? Non. Vous ne vous êtes pas posé la question de savoir pourquoi. Pourquoi est-ce que les Chinois qui faisaient hier des routes, qui avaient des trous, au bout de quelques semaines, au bout de quelques mois, aujourd'hui quand ils font des routes, les routes sont très bonnes, solides et stables sur du long terme. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ils ont fait des recherches. Est-ce que tu sais comment on fait pour faire une route? Pour faire une route, il y a un certain nombre de tests qui doivent être faits en réalité. On prend le tronçon sur lequel on veut faire la route et on prend les terres. Parce qu'il faut savoir que sur 100, 200, 300 km, le type de terre que tu as sur les 200, 300 km n'est pas forcément le même. Alors on doit faire des études en réalité pour savoir quel est le type de terre qu'il y a à chaque endroit et pour savoir quel est le type de ciment, de liant, on appelle ça du liant, qui doit aller avec cette terre-là pour pouvoir faire quelque chose de compact et de solide et de durable. Ensuite, on va déterminer quelle est l'épaisseur de ciment, j'appelle ça du ciment, mais du liant que l'on doit mettre au-dessus de la terre. Et on détermine ça sur tout le tranché, de tout le tranché qu'on veut construire. Donc du coup, tu vas te rendre compte que par exemple, quand on veut construire une route, on peut se retrouver au début de la route avec une terre qui a une structure, donc on applique une logique. Au milieu de la route, on a une autre route et puis à la fin, on a une troisième route. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que pour pouvoir obtenir ces résultats-là en réalité, on doit pouvoir mettre le mélange de la terre avec plusieurs types de ciment en laboratoire pendant plusieurs mois. Le problème, c'est que nos présidents, comme on aime toujours les choses pressées, on disait aux Chinois, on veut la route, on la veut tout de suite. Donc du coup, les Chinois arrivaient et faisaient des hypothèses très rapides. Ils n'avaient pas le temps d'avoir le retour d'expérience des labos. Parce que si tu avais laissé le nombre de mois, je crois que c'est minimum 3 à 6 mois que l'on laisse ces éléments-là en labo et on les soumet à des contraintes pour voir lequel va être le plus solide et ensuite on va déterminer quel ciment est le plus à même, quel est le liant le plus puissant pour pouvoir travailler sur la route. Comme les gars n'avaient pas le temps, ils n'avaient pas le temps d'avoir les résultats scientifiques, ils prenaient celui qui leur semblait être le meilleur, ils le mettaient au sol et parfois ça ne marchait pas. Mais quand ils ont eu les résultats des échantillons qu'ils ont mis en route, ils ont commencé à savoir, ok, pour tel type de terre, voilà le type de ciment, voilà le type de liant qui marche. Pour tel type de zone, voilà le truc. Et donc du coup maintenant quand ils arrivent, ils appliquent, ils déroulent et ça marche. Pourquoi ce sont des Chinois qui doivent faire ce genre d'études dans nos pays? Je veux dire, on critique beaucoup. Oh les Chinois, oh les Japonais, oh les Français, oh les Anglais. Mais il faut voir ce que ces gens-là viennent faire chez nous et que nous, on ne veut pas faire. Je dis on ne veut pas parce qu'on peut faire ça. Si l'État est décidé à vouloir investir là-dedans et à avoir la technologie, on peut le faire. Comment est-ce que tu expliques que ça fait des années que les Africains construisent des routes et on n'a pas encore la technologie pour le faire? Construire une route, c'est pas très compliqué quand même. Les gens qui sont en génie civil peuvent le dire dans les commentaires. C'est pas très compliqué. Et pourtant, on ne le fait pas. Mais je te parle de la route, c'est valable pour les ponts, c'est valable pour d'autres ouvrages. Ce n'est pas des choses excessivement compliquées, mais on ne le fait pas. Tu as des entreprises chinoises qui construisent des terrains de foot chez nous, d'accord? Elles construisent des terrains de foot. Mais une fois qu'elles ont construit le terrain de foot, on est supposé avoir fait un transfert de technologie. Et tu vas voir que quand on construit un deuxième terrain, on appelle encore les Chinois. Un troisième, on appelle encore les Chinois. Alors parfois, il y a des accords financiers, je sais, dans lesquels la Chine finance la construction. Mais dans certains cas, dans certains pays, eh bien, c'est l'État lui-même qui finance. Il va chercher des entreprises étrangères. C'est absurde. C'est absurde parce que les mecs ne veulent pas investir sur du long terme. Ils ne veulent pas investir dans la science. Ils ne veulent pas investir dans la technologie. On veut toujours être dans la facilité. Regarde tous les budgets que nos États dépensent tous les ans pour acheter des voitures. Mais bon sang, on pourrait quand même avoir des usines de fabrication de voitures en Afrique. Regarde toutes les voitures qui sont dans nos rues. On a tellement d'embouteillages. Pourquoi en Afrique, on n'a pas plus de pays qui font des voitures? Je sais que quelqu'un va me dire, oui, il y a une marque de voiture au Ghana, il y a une marque de voiture au Nigeria. Et les autres pays? Et les autres pays? Pourquoi on ne fait pas des voitures africaines? Les Indiens ont fait des voitures qu'ils vendent à des prix très bas pour le niveau de vie indien. Pourquoi on ne fait pas des voitures en Afrique qui peuvent se vendre à 2-3 millions? Des petits modèles de voitures, mais qui tiennent compte de nos terres, qui tiennent compte de nos spécificités. 2-3 millions. Pourquoi on n'a pas des voitures à ce type de montant-là?
Parce que les mecs ne veulent pas investir dans la technologie. On est toujours en train de vouloir prendre des raccourcis. Donc si toi, tu veux faire un business qui va être pérenne, un business qui va rapporter de l'argent, pense à investir dans la recherche. Pense à investir dans la capacité à pouvoir transformer des choses localement, comprendre les spécificités et les amener sur le marché. Si tu parviens à faire ça, je pense que tu vas gagner excessivement d'argent. Les paresseux gagnent un peu d'argent, mais sur le long terme, ils disparaissent. Ceux qui établissent des bonnes stratégies pérennes vont bâtir des empires. Parce que n'oublie pas, pour que tu aies Mercedes aujourd'hui, il a fallu que de génération en génération, des familles allemandes se succèdent et amènent l'entreprise de plus en plus loin. Le problème chez nous, c'est que quand un dirigeant, un leader, un homme qui avait une vision meurt, très souvent ses enfants dilapident ses biens derrière. Il n'y a pas de transfert de vision, de compétences qui font que l'entreprise au fil des années va et grandit. Maintenant, on commence à avoir quelques entreprises familiales qui font ça. Et si elles continuent, vous allez vous rendre compte que dans quelques décennies, elles vont devenir des géants sur le continent africain, peut-être même aller dans le monde entier. Mais tant qu'on ne fait pas ça, on sera complètement à côté de la plaque. Donc les amis, investissez, pensez à la recherche, pensez à investir dans la science, investissez dans la science, trouvez des scientifiques, alliez-vous à des scientifiques dans votre domaine et faites que cette science-là vous serve. Et arrêtons de faire du copier-coller, d'aller prendre ce que les autres font pour le ramener chez nous. Ça ne va pas marcher sur du long terme. Ça te permet de gagner un peu d'argent tout de suite, mais en réalité, tu n'aides pas vraiment le continent. Par contre, si tu investis dans la science, avec de l'architecture, avec du design, avec de la recherche et développement, dans tous les secteurs d'activité, il y a de la place pour faire ça, et bien tu vas pouvoir permettre, par exemple, que ton pays puisse commencer à vendre davantage de choses à l'international. Ça peut être de la nourriture, ça peut être... Mais je veux dire, pourquoi est-ce qu'il n'y a que les Africains qui mangent le manioc? Nous, on mange bien du riz, non? Est-ce qu'on est des Chinois? Pourquoi est-ce que nos nourritures, le manioc, ne sont pas vendues aux Français, aux Chinois? Les peu de Français que je connais qui ont mangé le manioc ont trouvé ça succulent. Pourquoi est-ce qu'on ne produit pas assez pour venir vendre chez eux, dans les centres commerciaux? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas ce type de logique-là de se dire il faut dominer notre marché, mais il faut dominer le monde? Voilà ce que je voulais te partager dans cette vidéo. Je sais que c'est une vidéo un peu coup de poing, mais je pense que c'était nécessaire. Dans les commentaires, je veux que tu me dises ce que tu penses de cette stratégie-là. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, on est capable de le faire, mais c'est juste une volonté qui manque, ou alors il y a d'autres raisons pour lesquelles on ne peut pas le faire, ou alors, d'après toi, on ne devrait pas le faire en fait. On devrait juste continuer de manger nos macabos, patates, bananes, plantains, tout ce que tu veux, tchèp et tout ce que tu veux, et rester tranquille. Je le réitère en conclusion, Sénégal, très beau pays à visiter, très belles choses à voir ici. Donc si tu veux venir, il y a effectivement une destination ici à voir. Je suis en train de travailler à organiser des voyages et des expéditions vers l'Afrique pour permettre au maximum de personnes de découvrir ce continent, et je commencerai par le Sénégal. C'est un pays dans lequel il y a beaucoup de choses à faire, et dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, je ferai paraître des offres pour que des gens comme toi, s'ils veulent venir visiter le Sénégal, dans lequel, je le répète, il y a énormément de choses à faire, pourront venir et on va voir des trucs architecturaux, des trucs historiques, des trucs sportifs, des trucs d'aventure, d'extrême. Tu as tout ici et malheureusement beaucoup de gens ne le connaissent pas, à commencer par les Sénégalais. Je t'attends dans les commentaires pour qu'on puisse se parler comme d'habitude. À très bientôt sur la chaîne.